Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Faut-il investir dans sa résidence principale avant d'investir dans de l'immobilier locatif? C'est une question qui est très souvent posée par des investisseurs débutants. Euh, la réponse est assez claire et pour l'illustrer, on va commencer directement avec un exemple personnel puisqu'il s'agit en fait de l'analyse de l'achat de ma première résidence principale. On va comparer deux choses. On va déjà voir si j'ai fait le bon choix en achetant cette résidence principale ou est-ce que j'aurais dû la louer à l'époque. Pour vous donner un petit peu des chiffres, c'est une résidence principale que j'ai achetée donc, en Seine-et-Marne, dans le 77. Je l'ai payé 170 000 euros, frais de notaire inclus, d'accord. Et c'est un produit que j'ai investi sur 20 ans, ce qui faisait 850 euros par mois de mensualité, hein, toujours la règle du divisé par 2, divisé par 100. Et si j'avais dû louer ce même produit, d'accord, si j'avais loué ce même produit auprès d'une agence, je l'aurais loué à peu près pareil, c'est-à-dire 850 euros par mois. D'accord. Donc on peut, comme ça, à premier abord, se dire, bah, écoute Guillaume, le produit, si tu l'achètes en tant que résidence principale, tu vas le payer 850 euros par mois. Et dans notre cas, si tu es locataire, tu vas jeter par les fenêtres 850 euros par mois. Bon, sur le papier, on se dit, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être propriétaire plutôt que locataire pour le même coût par mois. Bon, mais la réalité est très très différente de cela et on va l'analyser avec des chiffres. Première mauvaise nouvelle, quand vous êtes propriétaire, vous payez des frais de notaire. Et les frais de notaire sur un produit à 170 000 euros, frais de notaire inclus, sont à peu près de 13 000 euros. Donc sur ce projet-là, j'avais 13 000 euros de frais de notaire. Sur les 13 000 euros de frais de notaire, moi, on va considérer que j'ai revendu ce bien-là. J'ai revendu au bout de 3 ans et demi, donc on va en dire à 4 ans. Moi, je considère aujourd'hui que quand vous avez acheté votre résidence principale, en l'occurrence c'était un T2, si vous achetez un T2, vous avez peu de chances d'y rester 15 ans. Donc 4 ans, ça me semble pas trop déconnant en termes de projection. D'accord. Donc on considère que j'ai vendu ce bien au bout de 4 ans. Donc 13 000 euros divisé par 4, ça fait 3 250 euros par an, soit 270 euros par mois. Une autre mauvaise nouvelle, c'est qu'en tant que propriétaire, vous avez aussi une taxe foncière. Là, sur cette commune-là, elle était assez élevée, elle était de 1 000 euros par an, d'accord. Donc je payais 1 000 euros par an, qui représente environ 80 euros par mois, finalement, de taxe foncière à payer. Donc ça, c'est un complément, finalement, à mon remboursement de crédit, qui était de 850 euros par mois. Une autre chose qui est assez importante, c'est qu'au final, quand je parlais tout à l'heure de 850 euros par mois pour un loyer, c'était charges comprises, d'accord. Donc, et dans les charges, il y avait l'eau froide, ok, et il y avait l'entretien de parties communes, toutes ces choses-là. Mais dans mes 850 euros en crédit, il n'y a pas les charges comprises dedans. Et les charges, elles étaient de mémoire de l'ordre de 250 euros par trimestre. On va arrondir à 83 euros, on va compter 83 euros à peu près par mois. C'était ça, l'ordre de grandeur. Donc ça c'est pareil, c'est des éléments qu'il faut rajouter à votre crédit. En plus de ces charges classiques, vous avez aussi des charges exceptionnelles. Je sais que pendant longtemps, moi, ils ont réfléchi au fait de faire un ravalement de façade. Et finalement, j'ai réussi à vendre avant qu'ils le fassent. Mais s'ils avaient dû faire un ravalement de façade, j'aurais payé facilement entre 1 500 et 2 000 euros de ma poche pour financer cela. Et ça, quand vous êtes locataire, vous n'avez pas à le financer. Et alors, dans mon calcul, je ne vais pas le prendre en compte parce que c'est trop compliqué finalement à prendre en compte, mais n'oubliez pas qu'il y a ça aussi à prendre en compte si vous voulez vraiment tout imaginer. Et surtout, une autre chose qui est très importante, c'est qu'au final, si j'avais été locataire, ces 170 000 euros, j'aurais pu en faire autre chose. J'aurais pu les investir ailleurs. D'accord. Et donc, pour l'exemple, on va partir sur un projet d'investissement locatif de 170 000 euros. D'accord. On va utiliser l'ensemble de l'emprunt qu'on aurait eu. Et on va compter à peu près 1 500 euros de loyer mensuel. Donc, c'est quelque chose de très correct pour un petit immeuble, par exemple, en province. Okay. Pour vous donner une idée, la plupart des produits que j'ai sont bien au-delà de cette rentabilité-là, mais là c'est pour vous donner quelque chose de cohérent et pas vous dire que c'est soumis au fait que je trouve un bien exceptionnel à côté. D'accord. Donc là on est sur un produit avec 1 500 euros de revenus mensuels pour un prix total de 170 000 euros. Okay. Qui fait à peu près un cash flow de 475 euros par mois. Okay, en sachant que si on se débrouille bien au niveau de l'optimisation des impôts, là j'ai pas compté d'impôts sur ce bien-là,
j'ai considéré, comme pour mon premier projet, que j'ai réussi à avoir un peu de déficit foncier pendant quelques années, ou alors que si on fait un peu de meublé, on peut avoir de l'amortissement. Bon, le sujet est un peu complexe, mais c'est pour vous expliquer que j'ai compté 475 000 euros sans impôts sur ce produit-là. Okay, donc, si on fait un petit récap, finalement, donc là je vous montre ça à l'écran, si on fait un petit récap, on s'aperçoit qu'en tant que locataire, on va avoir quoi comme charge? On va avoir 850 euros par mois, le crédit, ok? Mais finalement, qui va venir se déduire du crédit, on va avoir 475 euros, d'accord? On va avoir 475 euros qui vont venir se déduire au crédit. Donc finalement, ça sera le cash flow. Hein. Donc au final, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester 375. Donc en fait, j'aurai un effort d'épargne de 375 euros par mois pour être locataire et en même temps rembourser l'emprunt finalement de l'immeuble. D'accord? Donc ça, c'est la première situation. Et en tant que propriétaire, donc ça c'était mon cas à l'époque. D'accord? Donc j'ai 850 euros de crédit. Donc ça, ok. En plus, j'ai quoi d'autre? J'ai 80 euros de charge, comme on a dit tout à l'heure, parce que j'ai la taxe foncière que je dois payer. J'ai 83 euros complémentaires parce que j'ai des charges trimestrielles à payer. D'accord? Et en plus de tout cela, j'ai les 270 euros de frais de notaire que j'ai payés qui vont me faire finalement un total de 1283 euros par mois à payer. Donc j'aurai un effort d'épargne de 1283 euros par mois. Okay, donc dans les deux cas, en tant que locataire ou propriétaire, enfin en tant que locataire qui aurait investi et propriétaire qui aurait investi dans sa résidence principale, à ce moment-là, dans les deux cas, en effet, je rembourse un crédit, donc je mets quand même de l'argent de côté sans m'en rendre compte. Mais dans un des cas, j'ai 375 euros d'effort d'épargne et dans l'autre cas, 1283, soit quasiment 1000 euros de plus par mois, ce qui paraît complètement hallucinant au vu du fait qu'au départ, on avait 850 euros pour chaque produit et on se disait, bon ben voilà, ça semblait même logique que ce soit finalement la position du locataire, la position du propriétaire qui soit la plus intéressante. Et vous apercevez que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est ça que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo et de vous expliquer finalement avec un exemple précis, avec mon exemple, comment ça se fait que je n'ai pas fait le bon choix. C'est que sur le papier, quand on regarde très rapidement sans étudier le sujet, on peut imaginer que c'est bien plus intéressant d'être propriétaire. En réalité, ce n'est pas le cas. Après, il est vrai qu'il peut y avoir des contre-exemples. Moi, j'ai fait cette erreur une fois, je ne la referai pas. Mais par exemple, sur d'autres projets, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que là où j'habite actuellement, donc j'ai racheté une résidence principale. Celle-ci, pour vous donner des chiffres également, m'a coûté 100 000 euros, tout compris, d'accord, avec les frais de notaire, les travaux qu'on a fait dedans, tout. Aujourd'hui, elle fait plus de 200 mètres carrés, ok. Et si je devais la louer aujourd'hui, je la louerais à peu près, je pense, entre 650 et 700 euros par mois. On va pas beaucoup plus, on est dans une petite ville, mais par contre, je rembourse que 500 euros par mois de crédit, d'accord. Et une chose importante également, c'est que ce produit que j'ai acheté finalement que à 100 000 euros, aujourd'hui, il en vaut à peu près entre 140 et 150 000 euros. Donc de suite, si je la revendais, je ferais une plus-value. Donc ça c'est important, on peut faire des choix d'investissement ou de résidence principale qui soient un choix logique et réfléchi. C'est possible, on n'est pas obligé finalement de faire une action qui est que guidée par le cœur. Et moi ça avait été mon problème sur ce premier investissement, c'était le coup de cœur, il n'y avait pas de travaux, c'était bien décoré, etc. Donc du coup j'avais craqué, j'avais dit ok je veux celui-là. Et je crois que j'avais négocié 1000 euros ou 500 euros. Enfin, c'était complètement débile. C'est juste que je voulais vraiment ce bien-là. J'étais pressé en plus, donc il me fallait ce produit. Alors que pour cette résidence, au final, j'étais pas du tout pressé. Si ça n'avait pas été celui-là, ça aurait été un autre. La négociation était très différente. On a négocié quasiment plus de 30%, je crois, une baisse de prix de plus de 30%. Donc, ce qui a absolument rien à voir entre les deux projets. D'accord ? Et ici, la petite cerise sur le gâteau, c'est que, comme je te disais, on rembourse à peu près 500 euros par mois de crédit. Et en réalité, la société Club Immobilier a ses bureaux au sein de cette maison, qui est trop grande pour nous. Et du coup, le loyer est de 500 euros, ce qui fait que du coup, on est à l'équilibre, on est à zéro. C'est-à-dire que notre résidence principale, aujourd'hui, nous coûte zéro. On est hébergé finalement par la société gratuitement.
Après, il y a un autre sujet qui rentre en compte, dont on n'a pas parlé, c'est finalement voilà, le côté émotionnel et se sentir chez soi. Et ça, je peux l'entendre. Je peux entendre que en tant que futur, enfin en tant que locataire, vous ayez envie d'avoir votre propre chez vous et de se dire, bon ben voilà, je me sens bien chez moi parce que je suis propriétaire. Et ça, je l'entends. Et c'est pour ça que j'avais craqué. Et c'est pour ça que j'ai quasiment toujours, dès que j'ai pu, être propriétaire de ma résidence principale. Néanmoins, quand vous voyez les chiffres et quand vous réfléchissez, donc si vous êtes au début de vos investissements, commencez par des investissements immobiliers locatifs et ne faites pas la même erreur que moi. Une fois que vous aurez assez investi, une fois que vous aurez voilà, des revenus confortables, à ce moment-là, vous pourrez réfléchir à investir dans votre résidence principale, mais ça peut être votre premier objectif, d'accord? Et même si vous le faites plus tard, réfléchissez toujours au fait qu'il faut que ça soit quand même un minimum rentable, d'accord? Il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Moi, c'est vrai que si vous me posez la question aujourd'hui, Guillaume, est-ce que tu retournerais en tant que locataire? Je te dirais non, c'est vrai, c'est pas le cas, je ne le ferai pas. Mais par contre, je préférerais m'éloigner, d'accord? M'éloigner, et comme j'ai fait ici, on est dans une petite ville qui fait 5000 habitants, je me serais éloigné pour pouvoir me permettre d'être propriétaire à moindre coût, avec un prix de l'immobilier qui est bien plus faible ici qu'ailleurs. Et voilà comment j'aurais fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on investit dans ce produit-là parce qu'on avait le temps et qu'on n'était pas pressé et qu'on a pu négocier le bon prix et qu'aujourd'hui, on peut faire une plus-value en le revendant. C'est ça qui nous intéressait. Donc voilà, si vraiment je te donne un conseil, si tu as déjà acheté la résidence principale, réfléchis même au fait de éventuellement la revendre. Ou alors, à ce moment-là, profite de ta situation en tant que propriétaire pour investir. Là, jusqu'à présent, on n'a pas parlé, on n'a pas évoqué ce sujet-là, mais il y a quand même des avantages sur le fait d'avoir sa propre résidence principale. Et un des avantages, finalement, c'est les banques. Pourquoi? Parce que vous verrez, et vous serez sûrement rapidement confronté à cette problématique si vous restez locataire, c'est que les banques vont souvent vous demander d'avoir votre propre résidence principale. Si vous le demandez souvent, c'est qu'ils n'ont pas compris le principe de l'investissement immobilier locatif, qu'ils ne sont pas eux-mêmes investisseurs. Néanmoins, il y en a beaucoup et il faut faire avec. Donc, si vous êtes dans cette position-là aujourd'hui en tant qu'investisseur et que vous avez votre résidence principale, gardez-la au moins jusqu'à ce que vous fassiez votre premier investissement. Ça peut être intéressant, tentez comme ça, d'accord? Si vous ne l'avez pas, essayez de ne pas l'acheter, clairement, et faites vos premiers investissements comme ça. Ça sera bien plus rentable pour vous. Et après, vous verrez plus tard d'acheter un petit quelque chose. Au pire, vous achetez un petit appartement, vous déclarez en résidence principale. Et il est vrai que ça peut poser une vraie problématique vis-à-vis des banques. Et c'est vrai qu'on a plusieurs clients à nous qui ont eu des refus, malgré des dossiers très intéressants, qui ont eu des refus auprès des banques parce qu'ils n'étaient pas propriétaires de leur résidence principale. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème. Néanmoins, si vous arrivez à trouver le bon conseiller, la bonne personne en face de vous, elle doit pouvoir comprendre votre situation et elle doit comprendre qu'il y a un intérêt aussi pour eux, finalement, parce que vous allez générer plus d'argent, parce qu'il va y avoir des loyers qui vont rentrer en face, alors que là, il n'y a rien qui va rentrer en face. Il faut arriver à trouver le bon interlocuteur en face de vous. Mais sachez que c'est possible. Sachez que c'est possible d'investir sans sa résidence principale. Donc voilà, ne vous bloquez pas sur le fait qu'il y ait un banquier qui vous dise que ce n'est pas possible, même deux, même trois. Dites-vous qu'il faut continuer à chercher et que vous trouverez la bonne personne pour pouvoir faire ce premier investissement. Cette vidéo est à présent terminée. On enchaîne sur la suite.